Monarque, roi, couronne, palais. Autant de mots qui suscitent des images et évoquent des mystères. Qu'est-ce donc que le métier de roi? Et qui est Hassan II? En général, je commence ma journée assez tôt, à partir de 9h15, 9h30. Je commence à travailler pendant mon petit déjeuner. Et par la suite, vers les 10h30, je prends un exercice physique quelconque. Quand je peux monter à cheval, je monte à cheval. Quand je ne peux pas, je joue au golf. Pendant ce laps de temps, du reste, les choses continuent à se traiter, soit par téléphone, soit par ordre à donner et à recevoir. Je déjeune en général entre 1h30 et 2h, la plupart du temps avec quelques ministres. Après un repos, ou bien je reprends mon travail entre 17h et 17h30. Ce travail n'est pas toujours le même. Il peut aller, comme vous avez pu le constater depuis la présidence d'un conseil des ministres, à une commission interministérielle, à la remise de fonctions de haut grade dans l'administration civile ou militaire. Il se peut aussi que je reçoive des gouverneurs ou d'autres fonctionnaires. Et puis, à partir de 7h30, je rentre chez moi, toujours avec énormément de courriers à signer, des avis à donner, des orientations, des directives. Et ça ne s'arrête pas. Quel est le personnage du roi Hassan II? Il est certain que ce personnage change beaucoup, tant vu par soi-même, selon les états d'âme et les moments, que vu par les autres. Et même en pleine subjectivité, le sujet ne peut pas être analysé de la même façon ni sous tous les angles. Par exemple, quand je me juge et que je juge mes actes, ça dépend du moment, du cadre, de l'heure de la journée, du travail accompli, des problèmes en suspens, de la façon dont certains ont été résolus. Il est certain que le jugement n'est pas toujours le même. Je pense que tout jugement porté sur ma personne maintenant, dans l'état actuel des choses, dans cette bouilloire qu'est l'humanité, dont on ne sait s'il faut aborder ces problèmes démographiques, ou ces problèmes de nutrition, ou ces problèmes d'équilibre social, ou ces problèmes de paix familiale. Il est certain qu'on voit mal le cheminement que peut faire un petit navire sur cette bouilloire. Mais l'humanité ne peut pas permettre, dans cette deuxième moitié du XXe siècle, de porter un jugement quasiment définitif sur un responsable à l'échelon étatique. Très tôt, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du royaume, Hassan II doit affronter les risques du métier. La frontière entre l'Algérie indépendante et le Maroc demeure incertaine. Elle est à l'origine de la guerre des Sables qui, en 1963, les opposera dans la région du Tindouf, près des marches sahariennes. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. En 1965, Mehdi Ben Barka, leader prestigieux de l'opposition marocaine, disparaît à Paris. On pointe du doigt le ministre de l'Intérieur, le général Oufkir, et une crise diplomatique éclate entre Rabat et Paris. Des épisodes shakespeariens secouent la monarchie en 1971-72. Deux complots, deux putschs militaires visent à supprimer le roi. Lors d'une réception au palais de Skirat en juillet 1971, des conscrits tirent aveuglément sur tout ce qui bouge. Hassan II s'en tire indemne. Le scénario reprend en 1972, alors que le Boeing du roi est pris en chasse par l'aviation militaire. Mitraillé, le Boeing arrivera à se poser à Rabat.
où Hassan II découvre avec stupéfaction que le comploteur n'est autre que son homme de confiance, le général Oufkir, qu'on retrouvera mort. Vous avez été souvent déçu, trompé, trahi même. Vous savez, Comment expliquez-vous ces trahisons? vous savez, il est déjà tellement difficile d'expliquer ce qui se passe en soi qu'il serait prétentieux de décrire ce qui peut se passer dans l'esprit d'autres personnes. D'autant qu'il y a certains noms dont je préfère ne pas parler. L'amitié est une chose nécessaire. Un homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme. Et je préfère encore, personnellement, être victime d'une amitié plutôt que d'être l'assassin d'une amitié. Je préfère que... Je ne dis pas que ce soit du masochisme, mais je préfère qu'il soit dit que j'ai été trahi plutôt qu'il soit dit que j'ai trahi une amitié. Je sens personnellement que je ne suis pas moi-même dans un certain nombre d'interviews que j'ai accordées depuis 1 an ou 2 ans. Je ne suis pas moi-même parce que j'ai l'impression, vraie ou fausse, que il y a une sorte de curiosité un petit peu morbide, comme celle de ceux qui vont au cirque, pour voir un petit peu de près ce phénomène qui a échappé 2 fois d'une façon miraculeuse à ce que les ordinateurs auraient barré d'un seul coup. J'ai horreur d'être la vedette, j'ai horreur d'être interviewé, j'ai horreur d'être sollicité parce qu'il y a un événement qui amène la curiosité des gens. Étant personnellement très respectueux de la vie des autres, je n'aime pas le côté exhibitionniste. D'autres auraient tout fait au lendemain de ce qui leur est arrivé pour payer les gens et qu'ils viennent le voir. Je peux vous assurer que j'ai été personnellement tellement déçu par certaines presses que je suis prêt à payer pour que personne ne vienne plus me voir. Pensez-vous que le général Oufkir est trempé dans le complot de Skhirat et dans la négative? Comment expliquer? Mais d'une façon générale, je peux vous dire une chose, c'est que tout le monde, toute la presse française s'est posé la question. Comment est mort Oufkir? Pourquoi est mort Oufkir? Qui a tué Oufkir? Mais aucun d'eux ne s'est posé la question, comment allait mourir Hassan II? Le roi Hassan II a rejeté leur recours en grâce. 15 de ses prisonniers ont été exécutés ce matin à la prison militaire de Kénitra au Maroc. Accusés de subversion, ils avaient été condamnés à la peine capitale en août dernier. 16 condamnations à mort avaient été prononcées. Le deuxième procès de Kénitra s'était ouvert en juin dernier. Contrairement au procès relatif à l'affaire de Skhirat ou au mitraillage du Boeing du roi Hassan II en août 1972, les 159 inculpés n'étaient pas des militaires, mais surtout des intellectuels et des paysans. On ne leur reprochait pas un acte précis, mais plutôt la flambée d'agitation qui avait traversé le Maroc 3 mois auparavant. Vous êtes partisan d'être toujours au milieu de votre peuple? Vous savez, ce contact constant, cette sensation de n'être qu'un, c'est la seule raison parfois, au milieu des grandes tempêtes et des injustices, c'est certainement la seule et unique raison qui fait que l'on veut encore rester là où on est. S'il n'y avait pas cela, j'estime que tout homme peut vivre n'importe où, n'importe comment. Donc je ne me sens pas condamné, de par mes habitudes ou de par mes goûts, à vivre comme je vis. Je pourrais parfaitement vivre autrement. Mais ce qui me maintient là où je suis, c'est parce que je sens que je suis utile à mon peuple.